Voilà, très bien. Et donc, je salue tous et chacun en priant d'excuser ces petits problèmes techniques. Je remercie Gwenaëlle de m'avoir invité à prendre la parole sur un sujet qui me semble aussi passionnant que nécessaire à aborder. Je souhaiterais, pour commencer, me placer face à une citation de Charles Darwin. Il écrit alors qu'il fait allusion à son escale à Tahiti en 1835. Quand je pense aux effets de l'intempérance sur les indigènes des deux Amériques, je pense que quiconque aime Tahiti ne peut être que reconnaissant aux missionnaires. Pourquoi cette citation? Parce qu'elle est une injonction à établir un fait historique. On ne peut être que frappé par le registre de l'impression et de l'affectif qui marque ce qu'écrit Charles Darwin. On ne peut aussi qu'être sensible au fait qu'il ne parle pas directement de la consommation d'alcool, mais très clairement en employant le terme d'intempérance, de façon significative, il désigne la condamnation morale qui l'accompagne, le terme d'intempérance étant à forte connotation prohibitive, se rapportant au champ sémantique de la faute, sinon du péché. Quand on parle de consommation d'alcool, d'alcoolisme, de tout ce qui s'y rapporte, on est face à un marqueur idéologique qui forcément, s'il n'empêche pas, brouille l'établissement du fait historique. Et je pense que c'est l'une des choses qui rend aussi stimulante que difficile le fait d'aborder cette question en historien. Et enfin, bien sûr, ce que cette citation de Charles Darwin met bien en évidence, c'est que cette consommation d'alcool, cette intempérance, elle est indissociable de la présence des Européens à Tahiti. On peut considérer donc qu'elle est un révélateur, de la mise en place d'un ordre impérial et peut-être pour aller un petit peu vite, on peut la considérer comme quelque chose qui participe de l'élucidation de ce qui permet d'aborder le phénomène colonial. Donc, j'essaie d'aller à l'essentiel, vous le voyez, un petit peu au galop. Pour moi, il s'agit sommairement, et je le répète quelque peu brutalement, j'en ai conscience, de vous faire partager une réflexion qui est encore en cours d'élaboration. Je tiens à vous soumettre des interrogations de ma part plutôt que des réponses. Pour commencer, je veux donc faire de tout ce qui concerne la fabrication, la circulation de l'alcool, tout ce qui concerne ce phénomène dans le cadre de la Polynésie, de ce qui est aujourd'hui le ressort de la Polynésie française, plus spécifiquement de l'archipel de la Société, donc à l'horizon du contact, donc fin 18e siècle, deuxième moitié du 18e siècle, jusqu'aux années 1850. Donc, on a affaire, et je veux étudier la question sous l'angle du fait que c'est un corollaire du contact. Il y a une chronologie qui est encore à fixer précisément, mais à propos de laquelle trois repères s'imposent. Tout d'abord, un préalable. On ne peut que souligner l'importance de l'alcoolisation des marines européennes au XVIIIe siècle, tout particulièrement de la Royal Navy. Les chiffres sont absolument impressionnants. Là, on a affaire à une ration quotidienne d'un gallon, c'est-à-dire presque 5 litres de bière par homme et d'une pinte de vin. Voilà, 1 litre de vin donc par jour sur les navires britanniques, qui est remplacé par une demi-pinte d'arak ou de rhum ou de brandy au cours des longues traversées. Ça a été le cas au cours du premier voyage de Cook à bord de l'Endeavour. Sur l'Endeavour, il y avait 2900 gallons de bière, d'alcool et d'arak embarqués. Le livre du bord permet de l'établir. J'ajouterais que William Monkhouse, le chirurgien du bord, souffre plus particulièrement
que d'autres d'une ivresse persistante. Il faut dire que sur les navires d'exploration, l'alcool, c'est un coupe-faim autant qu'une alternative à la consommation d'une eau polluée. En tout cas, on a affaire justement, lorsque les navires européens arrivent, à l'importation de produits dont la nocivité est sans doute à rapprocher de la diffusion des maladies vénériennes qui l'accompagnent. C'est la souillure de l'Éden qui, avec l'alcool, est bien à l'ordre du jour. Ce qu'on doit mettre en évidence, c'est que les premiers Européens qui arrivent dans l'archipel de la Société, en Polynésie et d'abord à Tahiti, ne séjournent que de façon extrêmement courte, peu de partage. Il y a une consommation d'alcool qui est en tout cas limitée à la haute société tahitienne. On peut penser à Tupaya, qui est invité à la fête d'anniversaire du roi George organisée par Cook et ses hommes. En tout cas, deuxième repère chronologiquement, le tournant que constitue le séjour prolongé des mutins du Bounty. Là, justement, on a affaire à quelque chose qui est un changement par rapport à ces courts séjours des explorateurs qui se sont succédés jusque-là. Donc, on est à l'horizon de 1789 et ce séjour prolongé par la force des choses des mutins va avoir pour conséquence la nécessité de produire de l'alcool sur place. C'est bien un tournant donc qui se produit. Vous vous en souvenez, les mutins du Bounty, après avoir, comme le montre la gravure, eh bien, installé ou chassé dans une chaloupe Bligh et une dizaine d'hommes, s'installent d'abord à Tubuai puis à Tahiti avant qu'une partie d'entre eux ne rallie Pitcairn. Où, on le sait d'après les dires du dernier survivant des mutins à Bounty, William McCoy, l'un d'entre eux, en avril 1798, pour la première fois, est parvenu à distiller à Pitcairn de la racine de thé, à produire de l'alcool, enclenchant un cycle de violence qui a décimé les mutins. Une étape décisive, et c'est le troisième repère chronologique à fixer, c'est l'arrivée des baleiniers. Vous le savez, la chasse baleinière a été la toute première partie, dans le premier 19e siècle, ce qui a intensifié, massifié et systématisé, pour dire les choses autrement, la présence des Européens dans le Pacifique. Bien sûr, qu'est-ce qui distingue ces équipages baleiniers des officiers de marine, ou en tout cas des missions d'exploration précédentes? C'est l'absence de discipline militaire. Là encore, cernons les choses, on est vraiment à la toute fin du XVIIIe siècle, première décennie du XIXe siècle, dès 1790, 5 navires baleiniers sont présents dans le Pacifique. Et quant à leur comportement et à l'alcoolisation, et en tout cas la circulation d'alcool qui les accompagne, on a le témoignage du missionnaire, du révérend Wheeler. En tout cas, un défi matériel et technique est un deuxième élément à mettre en jeu dans une deuxième sous-partie de cette première partie consacrée à l'alcool comme corollaire du contact. Produire de l'alcool en Polynésie, le défi auquel les équipages, ou en tout cas les Européens qui restent durablement en Polynésie se trouvent confrontés, ça représente un problème matériel et technique. Problème matériel et technique qui trouve une solution parce que justement, en raison du contact, une matière première importée précieuse va être désormais disponible, à savoir les oranges.
les oranges qui sont importées à l'occasion du deuxième voyage de Cook dans le Pacifique et qui sont acclimatées et se multiplient, et leur production se multiplie donc dès le début du 19e siècle. Alors, peut se produire la rencontre, deuxième solution, entre la pratique européenne du brassage et la pratique polynésienne de la fermentation, utilisée en particulier dans le cadre de la constitution de réserve, ce qu'on appelle le poi-poi, la fermentation en particulier du fruit à pain. Une chose est claire et un fait peut être établi, vers 1820, les habitants de Tahiti adoptent la bière d'orange crue, Ava Hanani. Bien sûr, on ne peut qu'être évidemment sensible aux problèmes posés par la distillation qui permet d'extraire l'alcool et d'avoir un titrage d'alcool important. Il s'agit de pouvoir disposer d'un appareil métallique et en particulier d'un tuyau de refroidissement qui constitue la pièce maîtresse de l'alambic que vous voyez là représenté très schématiquement. Il y a possibilité de réemploi pour cet appareil mécanique ou de réaffectation d'ustensiles présents à bord. Et dans la diapositive précédente, vous avez peut-être reconnu transformé en pot de fleurs un chaudron utilisé sur un navire baleinier pour faire fondre la graisse de baleine. On peut penser qu'on peut utiliser ces chaudrons baleiniers pour constituer un des éléments d'un alambic. Justement, la fabrication de ces tuyaux de refroidissement est sans doute d'autant plus facile que les forgerons sont systématiquement présents parmi les équipages. Souvenez-vous de l'un des lutins qui travaille à bord du Bounty comme forgeron. Vous voyez là ce type d'alambic extrêmement sommaire qui a pu être fabriqué dans ces conditions. Mais justement, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que il y a présence attestée à Tahiti et d'ailleurs dans les îles de la Société d'alambics artisanaux. Alambics artisanaux, vous le voyez là, fait avec les moyens du bord, une marmite qui est en fait, semble-t-il, une marmite qui est plutôt en terre cuite, on a du mal à voir ça, mais vous voyez, on utilise pour le refroidissement un simple bambou dans lequel circule de l'eau qui est refroidie, donc l'eau qui a servi à séparer donc les différents agents produits ou résultant ou en tout cas amenant à la production d'alcool. Et vous voyez qu'il y a recueil dans un ustensile qui est aussi très très sommaire, c'est très artisanal, c'est très rudimentaire. Et en tout cas, le révérend Ellis décrit et nous donne la possibilité de nous apercevoir que c'est pas forcément nécessaire d'avoir ce métal, ou en tout cas cet appareillage métallique que en Polynésie, où l'usage du fer et des métaux en général n'est pas connu avant le contact, pouvait être une denrée rare. Donc, le problème de l'alambic est un faux problème. Si j'ai défini ce qui concerne la circulation, la production, la fabrication d'alcool, la présence d'alcool en Polynésie entre le contact et les années 1850 comme un corollaire du contact, je tiens aussi, ou il me semble important de le définir aussi comme un phénomène d'acculturation. Il faut soulever le paradoxe que constitue la réticence, voire le dégoût des Polynésiens initialement pour l'alcool, qui est attesté par les sources documentant le contact. Lorsque on propose de l'alcool aux premiers Polynésiens qui montent sur les navires d'exploration européens,
eh bien, ils manifestent clairement leur répulsion. C'est le cas, par exemple, d'Autourou qui est à l'avant-garde de l'accueil de Bougainville à Tahiti à l'horizon de 1768. Et Tupaya, dont vous voyez ici un portrait totalement fictionnel, apocryphe, qui se trouve là, en fait, se force à boire de l'alcool et très rapidement devient ivre, j'y faisais tout à l'heure allusion, à l'occasion de la fête qu'organise l'équipage de l'Endeavour pour célébrer l'anniversaire du roi Georges III. Et bien sûr, ce dégoût des premiers Polynésiens qui goûtent à l'alcool contraste avec le fort alcoolisme de la population polynésienne qui est dénoncé tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et il s'agit de s'interroger sur justement ce contraste et son existence. On ne saurait trop mettre en évidence la complexité du phénomène, de l'alcoolisation, et je vois qu'il y a quelque chose qui, voilà, c'est un petit peu brouillé dans mes diapositives. En fait, la question qu'il faut soulever, c'est une question qui passionne aujourd'hui les chercheurs, la question de l'agentivité, de l'agency, de la capacité des Polynésiens au moment du contact, non pas à subir, mais à être actifs en position non seulement d'être confrontés à des choses déconcertantes, mais à pouvoir tirer parti, à pouvoir autant être influencés par elles, qui peuvent avoir de l'influence sur ceux qui leur arrivent et de façon totalement déconcertante. Le premier élément que je veux mettre en évidence, je ne sais pas si ça apparaît clairement dans le schéma que je mets ici en évidence, c'est que il y a eu, dès la première décennie du XIXe siècle, l'intégration de la Polynésie à une nouvelle forme de commerce triangulaire. Bien sûr, dont on sait bien l'existence dans l'Atlantique au XVIIIe siècle, en tout cas dans les premières années du XIXe siècle. Il existe donc une circulation de produits entre la Chine, l'Australie et les Marquises. Du thé part de Chine, il est apporté en Australie où les navires marchands chargent des armes et de l'alcool à destination des Marquises, où du santal est embarqué en direction de la Chine où on fait une forte consommation, où il y a une forte consommation de bâtonnets d'encens, dans le cadre en particulier du culte des ancêtres. Or, l'idée que je veux mettre en évidence, c'est que, en fait, donc l'alcoolisation des Polynésiens est un phénomène d'intoxication dont le mécanisme a certainement été complexe. Est-ce que la surconsommation d'alcool pour les Polynésiens est le résultat d'une fragilité d'une population sous influence? Ou bien, et c'est pour ça que j'ai commencé par parler de la mise en place de ce nouveau commerce triangulaire, est-ce qu'il ne faut pas y voir l'effet secondaire d'une réponse à une demande? Les marins qui, après de longues traversées, sont en manque d'alcool, sont demandeurs d'alcool. Donc, est-ce que sur place, les Polynésiens ne se mettent pas à leur fournir de l'alcool et eux-mêmes éventuellement en consommer, parce que c'est un moyen pour eux, en fournissant de l'alcool à ces marins demandeurs, une façon de pouvoir faire du troc et de pouvoir obtenir, je pense tout particulièrement aux Marquisiens, les armes dont ils sont particulièrement désireux d'acquérir la possession. Donc, en fait, l'alcoolisation
des Polynésiens et notamment des Marquisiens, est-ce qu'elle ne viendrait pas du fait qu'ils se mettent à fabriquer de l'alcool pour pouvoir faire du troc? Et je pense qu'on peut être là dans cette perspective d'agentivité, donc qui préoccupe, ou en tout cas que les chercheurs ont à cœur de repérer à présent. En tout cas, ce qui se pose dans le cadre de cette deuxième partie consacrée au phénomène d'acculturation qui accompagne cette présence d'alcool, de l'alcool en Polynésie après le contact, c'est la question d'une culture polynésienne de l'ivresse préalable au contact. Est-ce qu'il faut considérer que justement la consommation d'alcool, c'est un sous-produit du contact? Je veux dire par là que les Hawaïens, on le sait, au moment du contact, ils ont l'habitude de fabriquer un alcool extrait de la racine de thé au koleho. Voilà, alors est-ce que si j'ose dire, ce savoir-faire hawaïen, compte tenu de l'intensification de la circulation des navires et tout particulièrement des baleiniers qui font escale dans l'archipel des Hawaï, aux Marquises, puis ensuite à Aotearoa, Nouvelle-Zélande, voilà, est-ce qu'il ne contribue pas à faire connaître ou à faire circuler cet alcool extrait de la racine de thé, qui est la principale source, on l'a vu, indiquée par le révérend Ellis, d'alcool disponible donc dans l'île de la Société. Donc, est-ce que ça serait un sous-produit du contact? Ou bien, est-ce qu'il ne faut pas mettre en jeu la tradition de consommation du kava, dit poivre enivrant, dont vous reconnaissez ici un plan, comme vous voyez ici, une cérémonie traditionnelle de consommation du kava à Samoa au début du XXe siècle. En fait, la consommation d'un produit issu du kava est une consommation qui est attestée au moment du contact. Les Européens éprouvent un grand dégoût pour cette fermentation, pour cette boisson fermentée, dont les conditions de préparation les dégoûtent beaucoup, mais surtout qui certainement les révulsent, ou en tout cas les rendent d'autant plus réticents qu'elle a un titrage alcoolique nettement moins fort que les produits alcooliques auxquels ils sont habitués. En tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est que cette tradition de consommation du kava dans la société polynésienne d'avant le contact, c'est une consommation qui est un signe extérieur de distinction, aussi bien la consommation que les conséquences de sa consommation, et en particulier le fait qu'elle rende la peau squameuse. On a l'impression que celui qui consomme massivement du kava a des écailles qui d'ailleurs tombent, et une peau régénérée apparaît. C'est quelque chose qui, semble-t-il, était particulièrement recherché parce que le kava, la consommation de kava était réservée aux chefs, à l'élite de la société, et bien sûr interdite aux femmes, faisant l'objet de phénomènes de tabous importants. Véronique, je vais tenir mon mauvais rôle. Excuse-moi, oui, je vais tenir mon mauvais rôle. Bien sûr. Je parle trop et trop longtemps. Des 20 minutes, oui. D'accord, pardon. Donc, en tout cas, je mettrai peut-être le PowerPoint à disposition du public. En tout cas, une double évolution doit être soulignée. Abandon de la pratique du kava, qui est un indice de la réussite de l'évangélisation. Morenout met en évidence que, voilà, interdire la consommation de kava, c'est interdire tout ce qui relève de la sociabilité de l'ancienne société. Et justement, l'adoption de l'alcool, si les Polynésiens s'alcoolisent, c'est qu'il y a une pratique démocratisante, un accélérateur de la
acculturation liée à la consommation d'alcool, parce que les femmes notamment peuvent boire de l'alcool. Tout le monde a accès à l'alcool, et en particulier à un alcool qui est distillé très facilement et de façon extrêmement sommaire, sans rituel, comme le cava. En tout cas, on a affaire à une pratique de rupture qui est un amplificateur du choc microbien. Donc, non seulement des phénomènes de violence, de rupture avec tout le système de valeurs qui pouvait exister auparavant accompagnent l'alcool, mais très certainement on a affaire à une pratique d'enivrement qui est liée au traumatisme du choc microbien. Et c'est ce que je souhaitais mettre en évidence. En tout cas, c'est clair, la consommation d'alcool, c'est un enjeu de pouvoir. Je souhaiterais réviser l'image qui est donnée par Edward Roberts, un distillateur d'alcool. Donc, dans la première décennie du 19e siècle, à Tahiti, à la Pointe Vénus, qui donne une image tout à fait dénigrante du souverain alcoolisé qu'est Pomaré II. Donc, je souhaiterais réviser cela en mettant en évidence qu'au moment du règne de Pomaré II, une économie de troc cède la place à une économie de traite. Et que la consommation d'alcool de Pomaré II, ou la relation qu'il entretient avec le distillateur d'alcool qu'est Edward Roberts, est en fait une conquête régalienne, quelque chose qui s'apparente à la mise en place sous la forme de monopole, là encore étroitement contrôlé, tout ce qui concerne la production de porcs salés. En tout cas, la consommation d'alcool, ou en tout cas la maîtrise de l'alcool, joue un rôle décisif dans l'établissement du protectorat. Pourquoi ? Parce que sont adoptées des lois sous l'influence des missionnaires extrêmement prohibitives, avec lesquelles contraste le laxisme ou la permissivité qui est à l'ordre du jour auprès des négociants français, dont Morenout à Tahiti, donc avant 1842, est un petit peu la figure, le porte-parole. En tout cas, la loi du protectorat qui se met en place à partir de 1842 et qui est le premier stade de la colonisation française à Tahiti et en Polynésie, va de pair avec la mise en place de lois qui instituent un statut clivant entre les Polynésiens exclus de la consommation et du commerce de l'alcool, et profitant à deux niveaux à l'administration du protectorat sous la forme de contraventions, nuisant justement à la circulation, aux intérêts commerciaux britanniques de façon très ciblée, et donnant lieu à des recettes fiscales indirectes très importantes. Donc, très rapidement, et je l'ai dit très, très sommairement, et je m'en excuse, en titre de conclusion, il me semble nécessaire d'étendre chronologiquement le champ de l'étude au-delà des années 1850. Pourquoi ? Parce qu'alors, on se trouve face à l'apesantissement de cet ordre du protectorat et à l'amorce de l'évolution du statut de Tahiti vers un statut colonial de pleine puissance. Et là encore, on a affaire avec l'alcool à un élément clé de l'ordre colonial. Pourquoi ? Parce que tout ce qui entoure la circulation de l'alcool, sa fabrication, sa distribution et sa consommation même participent de la contrainte, de la discrimination et de la perversité. Il faut l'étudier sur la longue durée, et sans doute mieux que je n'ai pu le faire ici de façon bien trop sommaire, j'en ai conscience. Voilà, merci Véronique. Bon, j'ai tourné un peu l'ordinateur vers la salle pour que... Voilà, et c'est formidable. C'est formidable. Je suis heureuse de pouvoir saluer le public. Voilà, merci Véronique. Écoute, merci beaucoup de ton intervention.
où on a pu, ça m'a rappelé ta communication de l'année dernière au colloque Cannibalisme, où en fait tu avais balayé à peu près toutes les thématiques qu'on a vues dans l'ensemble du colloque. Et là, effectivement, à nouveau, moi j'ai noté énormément de choses que je connaissais pas, mais qui nous ouvrent en fait le champ de travail sur l'alcool sur de très nombreux aspects. Le haut niveau d'alcoolisation des marins, par exemple, peut-être qu'on s'en doutait, mais enfin de là à savoir qu'il y avait 5 litres par jour, je ne suis pas sûr qu'on savait ça. La consommation d'alcool limitée à la haute société, une forme de commerce triangulaire dans le Pacifique, l'agentivité, effectivement, dont tu as parlé, ou bien l'alcool comme amplificateur du choc microbien. Effectivement, tout ça sont des thématiques, je pense, qui pourraient se dupliquer ou au moins se vérifier, se travailler sur les autres archipels. Merci beaucoup, Véronique. Alors, on est un petit peu en retard, mais s'il y a une ou deux questions dans le public, ce sera avec plaisir. Je vais passer la parole. Oui, François. J'ai deux petites questions, c'est peut-être un peu beaucoup, hein, si vous me direz. La première, j'essaie d'aller très vite, c'est un peu beaucoup. La première, pour aller très vite, c'est que on n'a pas, enfin, c'est pas qu'on n'a pas, c'est que cette question du haut niveau d'alcoolisation des marins, etc., est vraiment intéressante. Mais du coup, dans quelle société, au départ, j'ai appris complètement par hasard un jour qu'au Moyen-Âge, par exemple, on ne buvait pas d'eau. Même les enfants buvaient de la bière. Hein. Parce que pour des questions d'hygiène, l'eau n'était pas, etc. Et on en est où au 18e, au 17e, au 18e, etc. Donc on part déjà d'une société qui est, et Véronique Larcade le disait sur les marins, il nous faudrait cette histoire de cette société de départ en fait. On boit quand du vin et pourquoi, et c'est une habitude, c'est pas simplement, etc. Et l'autre chose, c'est le cava, qui est bien évidemment, on y pense, si ce n'est que, je fais très vite, hein, si ce n'est que le cava est cérémoniel, est complètement ritualisé, bien évidemment les écailles qui tombent, parce que les écailles qui tombent, c'est la mue, c'est l'immortalité, en fait, et on a, s'il y a bien un mythe qui traverse l'Océanie, c'est la mue où le vieux ou la vieille enlève son manteau, etc., etc. Mais du coup, on a à Hawaï aussi des eaux d'immortalité dans tous les mythes, qu'en fait, que les hauts statuts vont chercher, avec Maui, etc., qui plongent associés aux plumes rouges, systématiquement. Et donc, il y aurait là une question à se poser par rapport aussi à cette recherche d'eau, qui sont appelées comme ça, hein, l'eau d'immortalité, qui est encore autre chose que le cava. Et puis, est-ce qu'on a la moindre idée, je suis à la troisième, je suis désolée, en fait, de l'alcool issu de la farine, qui est utilisé beaucoup dans le Pacifique, jusqu'à il y a encore aujourd'hui, hein, au Fidji, où on n'a pas le droit d'apporter de l'alcool dans les villages où on boit du cava, on se met à côté et on fabrique de l'alcool de farine. Donc voilà, est-ce qu'on a une idée de quand ça vient ? Oui, alors, merci beaucoup pour cette intervention. Tout à fait d'accord. Moi, je pense tout particulièrement à ce qu'on appelle le komo, qu'on trouve aux Marquises, mais également au Tuamotu. En fait, on fait fermenter toutes sortes de fruits, toutes sortes de denrées. Il y a cette tradition très, très ancienne de la fermentation, et je suis sûre, et j'espère pouvoir développer cela par la suite, faire une enquête effectivement systématique sur toutes les formes d'obtention de produits relevant de distillation ou de produits alcoolisés. Donc oui, tout à fait d'accord. Les eaux, effectivement, d'éternité, évidemment. Pour ce qui est évidemment de la société de l'époque moderne, oui, on a affaire à une société où l'alcool, c'est la santé. Voilà. Hein, je n'insiste peut-être pas trop là-dessus parce que ça me paraît aller d'évidence. C'est effectivement, il y a une enquête amont à faire sur justement d'où on vient, ou en fait quels alcooliques viennent au contact en Polynésie. Ce qui est sûr, c'est que le problème de l'eau potable est un problème majeur pour les grandes traversées au XVIIIe siècle. Bougainville est comment dirais-je, quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il amène un alambic pour faire de l'eau potable, de l'eau douce potable sur la Boudeuse.
Mais sinon, effectivement, on en est aux quantités, aux tonneaux, aux barils de rhum, de brandy, d'arak, qui emplissent les soutes des navires de Wallis, de Cook, de Mortimer et ensuite de Vancouver.